Chers auditeurs, donc je vous présente Alicia qui va mener cet entretien avec moi et qui était avec nous pour 2 mois. Alicia, bonjour, merci d'être ici ce matin et bonjour aussi à notre invitée Marie Darmagnac que vous connaissez, chers auditeurs, journaliste et essayiste spécialiste de l'Italie, plus particulièrement de Rome et donc du Vatican. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, même question qu'on a posée à beaucoup de nos invités hier. Pour commencer, comment avez-vous réagi à l'annonce du décès du pape lundi? On est toujours très très raisonnés parce que la mort est toujours soudaine, et puis très honnêtement, je pensais en le voyant, en voyant les images de la place Saint-Pierre la veille, qu'il commençait un peu à remonter la pente, même si, l'alerte avait été extrêmement sévère. Donc, voilà, je n'imaginais pas, quelque chose, d'aussi soudain le lendemain d'une apparition publique, en Mmh. fait, où franchement, on avait l'impression qu'il commençait tout doucement à remonter la pente. Même si il était évident, et ça beaucoup d'analystes, aussi bien en France qu'en Italie ou ailleurs l'ont noté, c'était vraiment la fin du pontificat, ça, tout le monde le savait. Ouais, il était diminué. Bon alors évidemment, suite à ce décès, on s'est empressé de tirer le bilan de ce pontificat. En quelques mots, Marie d'Armagnac, vous, que pensez-vous du pontificat, de François? C'est un pontificat extrêmement dense, très riche et franchement bourré de contrastes. C'est-à-dire que, le pape a imprimé sa marque, la marque d'une personnalité extrêmement compliquée, complexe, les ses actions, dans vraiment qui se sont, développées tous azimuts, tant sur le plan politique, moral, de théologique, pastoral, et cetera, ont été souvent quand même, empreintes de contradictions et de paradoxes, et j'avoue que je suis assez mitigée sur le bilan de ce pontificat, en ce sens qu'il a beaucoup semé de confusion, aussi bien, parmi les fidèles qui sont le plus attachés, à l'Église, que même ceux, on disait que c'était le pape de ceux qui n'étaient pas catholiques. Mais il a en fait quand même, aussi participé d'une certaine façon à brouiller une partie du message de l'Église. Mmh. Et on s'interroge, c'était un pape qui était extrêmement, politique, qui a pris position sur plein de sujets, donc on s'interroge, sur ce rôle. Je laisse la parole à Alicia, pour vous interroger à ce propos. En 2014, 2023 et 2024, le pape François s'est rendu en France. Cependant, il a toujours refusé le statut de visite officielle et a même déclaré en août 2023 qu'il venait à Marseille mais pas en France. Cette phrase a naturellement beaucoup fait réagir. Comment on peut interpréter cette déclaration et quel rapport entretenait le pape François avec la France et plus largement avec l'Europe? Alors comment est-ce qu'on peut interpréter cette déclaration? Alors il y a eu déjà on l'a interprété quand même aussi beaucoup sur les réseaux sociaux au premier degré, d'une façon assez ironique. Je vous laisse deviner pourquoi Marseille ne serait pas la France. En dehors de cette maladresse un peu de langage, le pape, c'est effectivement et d'une façon honnêtement assez blessante pour les catholiques français, a toujours voulu se tenir bien au large de la France et plus largement de l'Europe, même s'il réside en Italie, pour des raisons, des tas de raisons, des raisons avant tout politiques effectivement. C'est un pape qui vient du bout du monde, c'est un pape, qui même d'ascendance italienne assez proche, se considérait avant tout comme argentin, donc vraiment un représentant du Sud global quand même, et l'Europe pour lui qu'il a souvent décrié, dont il a dit, qu'il a traité de vieille grand-mère, avec pas forcément à tort, hein, d'ailleurs, mais ça on va y revenir. L'Europe ne l'intéressait pas. Il pensait en fait que d'une façon assez, étonnante, parce qu'un peu simpliste, que l'Europe était trop riche, était trop gâtée et avait, n'avait pas besoin des soins, et ne faisait pas partie, ne rentrait pas dans cette catégorie de l'option préférentielle pour les pauvres qu'il a pu développer, et j'avoue que c'est considérer les pauvres uniquement sous l'angle matériel. Or, la pauvreté spirituelle de l'Europe actuelle aujourd'hui, d'une Europe déchristianisée, je pense, aurait dû mériter toutes ces attentions, et ça n'a pas été le cas. Et on peut dire que l'essor qu'on a vu, dont on a parlé, de ce timide, début de renouveau et de regain du catholicisme avec l'augmentation des baptêmes, la ferveur populaire, la piété populaire à laquelle pourtant il se disait attaché, notamment à travers les pèlerinages, eh bien, s'est faite
presque malgré lui. En tout cas, on peut pas dire que ce soit lui qui est vraiment poussé à ça. Je pense que le regain du catholicisme, donc ce timide réveil que l'on peut observer aujourd'hui en Occident tient plus, à mon sens, comment dire, au travail intense théologique qui a été fait par le pape Benoît XVI. Qu'est-ce que vous pensez de ses positions vis-à-vis du reste du monde? Donc là, on a parlé de son rapport à la France et à l'Europe. Heu, il semblerait que son pontificat ait été plutôt bien reçu, par ailleurs, dans le reste du monde. C'est comme ça qu'on le présente, en tout cas. Ça dépend dans quelle mesure. Ce qui est sûr, et il faut jamais oublier quel est comment dire, son corpus théologique. C'est la théologie du peuple. Le peuple, a pris il personnalise le peuple dans toutes ses allocutions et cetera. Cette théologie du peuple, le peuple est un autre Christ, c'est le nouveau Christ, en fait, pour lui, et le peuple, quel qu'il soit et où qu'il soit, et c'est assez curieux, on a pu dire en ce sens que c'est un pape populiste, mais en revanche, l'identité, l'attachement aux traditions, l'enracinement, en fait, n'était pas pour lui du tout une valeur cardinale, alors que le peuple lui-même était une espèce de figure christique. Et c'est assez, alors ça, pour le coup, c'est assez contradictoire et paradoxal, et ça peut expliquer cet engouement pour effectivement tout ce qui n'est pas européen, tout ce qui n'est pas occidental, dirions-nous. Même si, et ça c'est vrai, et je pense que là-dessus, c'est une chose qu'on peut mettre à son crédit, c'est que la démographie catholique a basculé vers le sud en un Mmh. siècle, en fait, au XXe siècle. Le catholicisme était pour beaucoup très, très européen, et en un siècle a basculé vers l'Afrique, beaucoup qui était en expansion démographique catholique forte, et puis dans d'autres pays comme l'Asie ou l'Amérique du Sud. Et donc il a, et a raison pour le coup, parce qu'il fallait bien que quelqu'un le fasse, et ça c'était assez novateur, on peut le mettre à son crédit d'une certaine mesure. Il a beaucoup donné de visibilité à des chrétientés, pour le coup, comment dire, à des communautés catholiques un peu marginales, un peu oubliées, un peu loin. Mmh. En revanche, à propos de catholiques lointains, je pense qu'il faudrait parler de la Chine et de l'accord qu'il a noué avec la Chine, avec quand même le gouvernement de Pékin en 2018, et qui moi je pense est une déchirure. Une déchirure parce que par cet accord, où le cardinal Parolin qu'on présente qui est secrétaire d'État, que l'on présente comme un papabilé, peut-être qu'on va revenir sur cette question des papabilés après, a été donc un artisan de cet accord. Le Vatican a reconnu la nomination, les nominations faites par le gouvernement de Pékin, des évêques catholiques, et c'est franchement au détriment de cette église souterraine qui a résisté, qui a été persécuté réellement. Et cet accord n'a pas empêché les persécutions. Cet accord, en fait, on a l'impression que le Vatican s'est fait avoir par la Chine. L'Église souterraine n'est pas plus reconnue qu'avant, elle est tout aussi persécutée. Et il y avait cette figure du vieux cardinal Zen qui est venu à Rome jusqu'au Vatican pour supplier le pape, lui expliquer ce qui se passait en Chine, et le supplier de ne pas signer cet accord, en vain. Et ça, Mmh. j'avoue que je pense que c'est une déchirure dans la tunique de l'Église. Oui, absolument. Alors, concernant ce rôle, politique qu'a occupé, le pape François, on le comprend, certaines fois de façon quand même assez, maladroite. Est-ce qu'on pourrait prendre un peu de hauteur et est-ce que vous pourriez, peut-être nous rappeler, quelle est la fonction politique d'un pape, aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué, au fil de l'histoire? Quel est le poids politique, même plus généralement, du Vatican? Voilà. Alors, le Vatican est un État souverain. Mmh. Donc, à ce titre, il peut avoir une diplomatie en tant que telle. Il y a deux choses. D'abord, effectivement, l'activité politique d'un pape dépend de la personnalité de ce pape. Le pape François était extrêmement politique, puisque votre Mériadec Raffray le rappelait hier sur votre antenne. Son premier voyage a été quand même pour Lampedusa, cette île symbole de l'afflux migratoire, sans discontinuer, vers l'Italie, donc vers la porte d'entrée sud de l'Europe.
Et puis il avait ramené au Vatican une famille de musulmans quand tant d'autres familles, catholiques, Mmh. attendaient d'être réfugiés au Vatican. Donc ça, c'est sûr que, si vous voulez, première chose, ça dépend de la personnalité du pape en question. Après, c'est vrai que le pape a ceci, de très intéressant sur le plan diplomatique, c'est qu'effectivement, il y a, des ambassades, du Vatican partout dans le monde. C'est un réseau diplomatique extrêmement, développé, et il y a dans l'Église, on peut parler de 2 autres, grandes entités qui participent à la diplomatie du Saint-Siège, que sont Sant'Egidio, dont le pape François était extrêmement proche, et l'Ordre de Malte. On oublie qu'il y a des représentations diplomatiques de l'Ordre de Malte dans le monde entier, et beaucoup dans de pays qui sont aidés par l'Ordre de Malte, dont l'Afrique, par exemple. L'Afrique, l'Asie, enfin bon. Et donc il y a ce réseau diplomatique très très intense, et qui est activé, et ça, c'est le secrétaire d'État, du l'État du Vatican, qui généralement développe cette activité diplomatique. Alors la personnalité du pape François était telle qu'il a beaucoup pris, lui, ses prérogatives, qu'il l'a beaucoup, beaucoup développé. Sur le plan politique pur, l'un des développements politiques de sa théologie du peuple dont nous venons de parler, c'est, son tropisme extrêmement pro-migrant, qu'on a vu, à de nombreuses reprises. C'est-à-dire qu'il était vraiment en faveur d'un accueil inconditionnel des migrants, là où, des papes comme, ses prédécesseurs, donc Benoît XVI et Jean-Paul II, affirmaient le droit d'abord de ne pas émigrer, et ça, le cardinal Sarah, c'est un argument qu'il reprend, pour les jeunes Africains, et puis, le droit aux nations à conserver, leur identité, et Laurent Dandrieux d'ailleurs je conseille à vos auditeurs de lire cette chronique qu'il a écrite dans Valeurs Actuelles, il y a quelques jours, sur l'identité en tant que, possible canal de grâce, de diffusion de la grâce. L'identité d'un pays, l'identité d'une nation. Ça, c'est extrêmement, je pense que c'est extrêmement important, et ça se vérifie, je pense. En ce moment, c'est une des raisons de ce renouveau, ou de cette aspiration au catholicisme de la jeunesse européenne. Il y a ça aussi. Tout est très complexe, bien sûr, mais on ne peut absolument pas négliger cela, encore moins le mépriser ou le condamner. Et puis, il y a une des dernières, dont on a peu parlé d'ailleurs, une des dernières actions politiques du pape François, c'est la nomination de l'archevêque de Washington. Il a été nommé, donc, début janvier, 2025, donc au moment, évidemment, où Donald Trump, revenait au pouvoir. C'est Robert McElroy. C'était l'ancien archevêque de San Diego, et qui lui a développé une approche extrêmement, comment dire? Ouverte en faveur des migrants. Le diocèse de San Diego est proche de la frontière mexicaine. Il est très large sur le plan, très, très ouvert sur le plan de la morale, de tous ces efforts qui ont été faits en faveur de l'ouverture, y compris morale, du pape François envers, les personnes en situation, disons, matrimoniale complexe, envers, les homosexuels, les transgenres, et cetera, en disant: «Tous, tous, tous, ils sont tous appelés à faire partie de l'Église», et l'évêque McElroy vraiment se situe dans la ligne la plus complète là-dessus, la plus progressiste, possible, et on l'a mis en face, donc, quand même, dans le siège du pouvoir américain à Washington, en sachant que l'électorat catholique, de Washington est très, démocrate, et très, voilà. Donc c'est la tendance Biden sur le plan du catholicisme américain qui va se retrouver, face à Trump. Donc c'est un acte extrêmement politique quand même, Mmh. un des derniers du pape François, et qui, très curieusement, par un espèce de clin d'œil de l'histoire, hein, ou de la providence, s'est retrouvé, face à J.D. Vance comme dernier hôte de marque, politique, la veille de sa mort. En fait, ça, c'est assez impressionnant. Marie d'Armagnac, on reste avec vous encore quelques minutes jusqu'à 8 heures, mais j'annonce déjà la suite du programme aux auditeurs qui voudraient nous suivre au-delà, et on les invite à le faire bien évidemment. On retrouvera Jean-Frédéric Poisson pour parler d'euthanasie, une loi contre les pauvres, et puis tout à l'heure, vous aurez votre rendez-vous avec Stanislas Rigaud vers 9 heures. Voilà, mais on poursuit avec vous pour le moment, Marie d'Armagnac. Euh,
On a un auditeur en direct qui nous dit: «Le cardinal Sarah serait un excellent successeur. Espérons en tout cas que l'Esprit nous donnera le pape qui confortera l'Église catholique». Et effectivement, la question se pose: qui serait le meilleur successeur, à François? Vous nous l'avez expliqué, on a un pape qui a donc poussé ce progressisme au sein de l'Église, lui a vraiment donné une place prépondérante et en même temps, on a, cette frange plus traditionnelle, plus conservatrice qui elle, continue en même temps de renforcer sa base avec un grand nombre de conversions. Donc finalement, on a l'impression que 2 pôles apparaissent au sein de l'Église. Quel serait le profil idéal du pape pour pouvoir réussir à rapporter un peu d'unicité au sein de l'Église? Alors je dirais pas qu'il y a 2 pôles entre, conservateurs et progressistes, même si, très honnêtement, l'un des traits marquants quand même par une multiplicité d'actions du pontificat du pape François, c'est de vraiment, achever, de façon presque définitive la révolution initiée par le Concile Vatican II. Ça, c'est très clair et il l'a d'ailleurs dit, en fait, hein, et cela explique en partie, comment dire? Cette, dureté vis-à-vis de la frange, traditionnaliste et même au-delà, purement simplement conservatrice, de l'Église. Ça, c'est cette dureté qui s'est même, qui a été revue, revérifiée, qui s'est revérifiée dans une autobiographie, deuxième volume d'autobiographie qu'il a publié, en janvier dernier, qui s'appelle Espère, où il a des mots envers la frange conservatrice et traditionnaliste de l'Église qui sont d'une dureté et d'une violence absolument inouïe, en sachant que ce sont eux aussi des fils de l'Église. Donc j'avoue que c'est assez, bon, j'ai trouvé ça assez d'une violence qui ne cadrait pas avec l'image, d'un bon pape, fraternel, charitable et cetera, qu'on nous a très souvent présenté. Quels sont les papes? Est-ce que le cardinal Sarah, oui, alors si vous voulez, il y a dans l'ordre du possible et ce qui est dans l'ordre du possible, en sachant que quand même le pape François a modelé le Sacré Collège, donc le collège cardinalice, complètement, à son image et à sa complaisance, je dirais, ce que n'avaient pas fait les 2 papes précédents qui préféraient respecter une certaine diversité, dans l'Église. Mmh. Lui effectivement a nommé des cardinaux dont il avait la confiance et qu'il appréciait. Après, il y a une chose qui est certaine, c'est que, hem, il a nommé beaucoup de cardinaux des périphéries, pour le coup, géographiques, et je pense que les cardinaux vont se retrouver à Rome. Il y aura d'abord les congrégations générales, puis le conclave. Beaucoup ne se connaissent pas. Donc c'est un collège, c'est un sacré collège qui est un peu, éclaté. Et là, c'est un conclave qui va être beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Ouais. Tout est ouvert, en fait. Je pense que la figure la plus il faudra une figure de compromis, en ce sens qu'il faudra, une personnalité, extrêmement, apaisante, en fait. En dehors même des idées, des tendances et cetera. Il faudra quelqu'un d'apaisant comment dire? Qui sache réparer les blessures, les fractures. L'Église est un peu à l'image de la société d'aujourd'hui. Elle est très fracturée. Les blessures sont vives. Les plaies ont parfois été creusées par une certaine, virulence ou une action assez forte et assez autoritaire du pape. Et donc il faudra d'abord essayer de rétablir la paix et l'unité de l'Église, et ça, je pense que c'est le chantier le plus ardu, quel que soit le pape. Moi, j'ai vu quand j'étais à Rome, j'ai déjà croisé, par exemple, le cardinal Zuppi, qui est un homme de Sant'Egidio, qui est un fidèle du pape, mais qui, sur le plan personnel, est beaucoup plus rond et beaucoup plus, romain, tchatcheur, un peu, enfin, amical, hein, disons. Donc, déjà, ce serait, si vous voulez, c'est un profil qui peut éventuellement plaire, même s'il est extrêmement progressiste. Ce qui joue en sa défaveur, c'est que c'est vraiment l'homme de Sant'Egidio. Donc ce serait vraiment, après avoir eu beaucoup de jésuites, là, il y aurait beaucoup de gens de Sant'Egidio, ce serait quand même mettre un peu un État dans l'État. Donc, Mmh. bon, il est pas sûr que le cardinal Sarah, oui, bien sûr, parce que alors, en revanche, là où il correspond vraiment à ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est une très grande et très belle spiritualité, et il faut effectivement un retour au spirituel plus que le politique, et ça, je crois que c'est ce dont les catholiques ont besoin aujourd'hui, ça, c'est sûr. Vous évoquiez tout à l'heure les États-Unis. Euh, Hier, Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait avec son épouse à l'enterrement du pape François.
Est-ce que cela relève d'une stratégie politique? Comment interpréter sa venue? Alors rien n'est jamais fait au hasard quand on est Oui, bien sûr. voilà, quand on est quand on dirige un pays et a fortiori les États-Unis, c'est de la même moi je pense que ça ressort du même de la même, stratégie, si l'on peut dire, ou de la même idée que quand, Donald Trump est venu à l'inauguration de Notre-Dame. Il y a un intense jeu diplomatique, il faut y être, en fait. Le pape François est quand même une personnalité qui a marqué profondément l'Église, qui a marqué son temps, malgré le quand même la une certaine brièveté de ce pontificat, qui a été quand même extrêmement dense, notamment ce qu'on disait sur le plan diplomatique et politique. Et donc je pense qu'une puissance comme les États-Unis et un dont le chef et le vice-président se réclament de la religion chrétienne, c'est évident qu'il faut qu'ils soient là. Mais les Macron seront là aussi, enfin voilà, le prince William sera là, voilà, ça ressort du jeu diplomatique, classique en fait, je pense. Quand on parlait du rôle politique du pape, on a l'impression qu'il peut être très paradoxal parce qu'il s'est engagé sur des sujets extrêmement polémiques, des sujets d'ailleurs sur lesquels de temps en temps il aurait peut-être pu s'abstenir. En revanche, par exemple, il avait refusé d'assister à l'inauguration de Notre-Dame après les travaux suite à l'incendie. Et donc beaucoup, dans un premier temps, s'étaient dit ouais, il se désintéresse de la chose. En réalité, non, il aurait expliqué ça par le fait que ça ressemblait justement plus à un rassemblement politique, diplomatique. Certains, avec un peu d'humour, expliquaient que ça ressemblait à une réunion du CAC 40, effectivement. Et donc, c'était pour ça que sa place n'était pas là-bas, parce que c'était trop politique. Est-ce qu'il n'a pas, en même temps, manqué un peu de cohérence à ce niveau-là aussi? Non, je ne pense pas justement parce que, ça aurait je il est possible qu'il se soit dit que ça aurait quand même, donné, rajouté du comment dire? Du lustre au couple Macron, et au couple enfin à Emmanuel Macron et à ceux qui dirigent la France, dont il est quand même notoire que ce ne sont pas les meilleurs amis des catholiques. Mmh. Hem, donc voilà, je pense que et puis il y a son côté, qu'il revendiquait pour le coup le pape, anti-mondain et populaire et cetera. Il est possible qu'il n'ait pas saisi, parce qu'une fois encore, je pense qu'il ne s'intéressait pas à l'Europe. Il est possible qu'il n'ait pas saisi, l'élan de ferveur populaire absolument immense en France et ailleurs, catholique ou non, qui a suscité ce drame de Notre-Dame, en fait. Et ça, il est possible qu'il ne l'ait pas saisi et qu'il soit allé 15 jours après, en Corse, Mmh. et c'est très bien. Ça alors là, ça voilà, c'était vraiment, la piété populaire, et cetera, la ferveur d'une île, qui est quand même dont les origines, quoi qu'on dise, sont quand même très proches de l'Italie. Voilà, ça n'est pas été très étonnant. On peut comprendre qu'il n'ait pas voulu, si vous voulez, vraiment, donner encore plus de crédit à Emmanuel Macron. Il est possible aussi qu'il n'ait pas voulu se retrouver coincé entre Zelensky et Trump. Bon, c'est voilà, mais je crois qu'il n'a pas su voir le symbole qu'était Notre-Dame et ça, c'est quand même dommage. Concernant, la perception du pape de l'Europe, de l'Occident et puis du reste du monde, on a la sensation, et puis vous avez validé cela aussi un peu par vos explications, qu'il comptait énormément sur, le Sud, les pays du Sud, pour pouvoir, développer, justement l'Église, la foi dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, l'avenir de l'Église peut se jouer sans l'Europe? On revient donc aux propos que vous aviez au début quand vous rappeliez que, selon le pape, l'Europe était maintenant, une vieille femme, stérile et qu'elle allait avoir besoin de ce Sud. On se sent un peu déprécié et puis surtout, comme le cardinal Sarah, on s'inquiète, est-ce qu'il nous restera vraiment, les racines, la base pour tenir, sans l'Europe, dans l'avenir, de l'Église? Mais en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, malheureusement, la démographie, c'est la loi Mmh. et donc là, on voit l'Église, par exemple, l'Église d'Afrique, elle est pleine de vitalité, et elle n'a pas toujours été, très raccord, si je puis dire, avec ce qu'a fait le pape François. On se souvient de l'opposition d'une conférence épiscopale africaine entière, ce qui est absolument, inédit,
après cette volonté de bénédiction montrée par le pape, Fiducia Supplicans, de bénir les unions homosexuelles, ce qui en fait est une hérésie aux puissances, au carré, si vous voulez, en Afrique. Donc ça, c'est sûr. Après, les racines chrétiennes de l'Europe, c'est un fait indéniable. Ça a produit une civilisation qui n'est pas morte. Et j'en veux pour preuve, si vous voulez, ce dont on parlait tout à l'heure, cette petite flamme qui est en train de se rallumer dans la jeunesse. Ce ne sont pas les vieux de 70 ans qui vont faire le pèlerinage de Chartres, en Mm. fait. C'est cette jeunesse qui, bien qu'elle ait été quand même assez dépréciée et assez, comment dire, critiquée par la politique du pape François vis-à-vis de cet aspect assez conservateur. Mais moi, ce que je vois au-delà, c'est cette piété populaire, c'est ces associations qui restaurent des calvaires. C'est voilà, c'est cet élan qui est extrêmement timide, soyons clairs, mais qui commence quand même à émerger. L'Europe n'est pas morte, la civilisation n'est pas encore morte, et de toute façon, les racines plongent si loin jusqu'au début du catholicisme qu'elles ont encore énormément à nous apprendre. Donc là, j'avoue que ce dédain du pape de l'Europe, c'est quelque chose qui m'a beaucoup blessée parce que je ne l'ai pas compris. Mm. Et on espère que le prochain pape ne s'inscrira pas, au moins à ce niveau-là, dans la lignée du pape François. Il nous reste quelques minutes. Après, il y a quand même une dernière chose, Oui, c'est que les dirigeants européens, et oui, c'est eux qui ont une grande part de mépris de l'Europe et de ce qu'elle est réellement. C'est pas le pape. Si vous ouais. voulez, lui, il est arrivé après et il a constaté ce dédain des politiques, ce mépris, cet écrasement de ce qu'on est, ce mépris des identités nationales, enfin, nationales au sein de l'Europe, de cette diversité, si vous voulez, des identités nationales, mais réunies quand même par un substrat commun qui est quand même la civilisation du catholicisme. Et ça, le pape est arrivé en fin de course, si vous voulez, il a constaté. Mais les premiers responsables, ce sont les politiques, ça pour le coup, bien Et sûr. c'est toujours utile de le rappeler. Merci Marie Darmagnac. Dernière question donc, quelles sont selon vous les grandes décisions du pape François qui ont marqué durablement, l'Église? On en a dressé le bilan. Concrètement, si demain, voilà, on a un nouveau pape, qu'est-ce qui, de toute façon restera, un stigmate ou bien une marque du pontificat du pape François? Il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement ce qui n'avait jamais vraiment cessé quand même, faut pas exagérer, mais il y a une vraie miséricorde, Mmh. et je pense alors qui s'est développé tous azimuts, parfois, avec, comment dire? C'était un peu border sur le plan théologique, on va dire. Mais il y a une vraie miséricorde et puis une intention, au plus faible et à cette culture il appelait la culture du déchet et cetera et ça, là-dessus, il a repris vraiment, les travaux, la pensée, les écrits, les actions, de ses 2 prédécesseurs et là-dessus, si vous voulez, dans une société où la compétition règne, où là, il y a une dureté absolument folle, où on voit qu'il y a une loi qui va passer sur l'euthanasie, qui va passer ou pas, j'en sais rien, mais simplement dont le plus puissant moteur est un moteur économique, parce qu'en fait, une société vieillissante, les vieux, ça coûte cher. Ouais. C'est épouvantable. C'est le matérialisme, le degré ultime de matérialisme. Ça et là-dessus, et je pense que c'est quelque chose d'assez fort dans la mesure où il s'est inscrit là dans une continuité de la tradition catholique. Après, l'aspect extrêmement politique et au détriment d'une théologie qui l'intéressait assez peu, de ce pontificat a été très marquant. Vraiment, cet aspect-là dépendra, si vous voulez, de la personnalité du prochain pape et de Mmh. ce qu'il voudra vraiment commencer par faire, en ayant, j'espère, quel qu'il soit, à l'esprit, le problème extrêmement important et crucial de l'unité de l'Église. Et on finit sur, ces mots, on l'espère aussi. Merci beaucoup Marie Darmagnac d'avoir été avec nous, ce matin. Merci pour votre expertise. On vous retrouvera pour continuer à suivre ce sujet, probablement pour commenter le nom de notre prochain pape. Merci, à très bientôt et merci à Alicia d'avoir été avec moi pour cet entretien.